Nous sommes en plein cœur de la capitale, dans ce qui est devenu depuis le 9e arrondissement, dans la salle des concerts Hertz, le 14 février 1845. Le tout Paris est là, qui s'est donné rendez-vous pour découvrir la jeune prodige, défrayant déjà la chronique alors que personne ne l'a publiquement entendu. On vient pas seulement pour écouter Lise Christiani dans cette soirée d'hiver où la saison des concerts dans la capitale bat son plein. On vient en vérité pour la voir parce que, disons les choses, dans cette société du 19e siècle où les femmes qui font carrière se comptent sur les doigts des deux mains, l'interprète que l'on dit âgé de seulement 16 ans doit se produire avec un instrument qui à l'époque est jugé très inconvenant pour une jeune femme, le violoncelle. Et oui, il faut vous expliquer un peu la situation, hein. À l'époque, le violoncelle se joue sans le pic. Il va falloir attendre 1850 pour que le grand virtuose François Servet généralise l'usage de ce qui permet de stabiliser l'instrument, de l'empêcher de glisser au sol. Donc, pas question de jouer en Amazone. Pour tenir le violoncelle, les interprètes n'ont d'autre choix que de l'assujettir entre leurs cuisses. Vous imaginez bien que pour une femme, ça pose un problème. Ce qui veut dire que les femmes, normalement, cantonnent le jeu du violoncelle à la sphère privée pour celles que ça intéresse. C'est donc auréolé d'un parfum de scandale que Lise, ce soir-là, va se produire. Nombreux sont les chroniqueurs à avoir fait le déplacement, et parmi eux, Hector Berlioz, Théophile Gautier. Il faut vous dire aussi que les structures de la vie musicale restent très ancien régime à l'époque, contrairement au milieu du théâtre où souffle vraiment une révolution. Il y a eu entre-temps la bataille d'Hernani avec Victor Hugo, le romantisme qui est arrivé. C'est pas encore le cas dans la musique. Il se trouve que Waldemar Kammer consacre chez Bleu Nuit, avec son confrère René de Vries, une biographie, rédigée donc à 4 mains, de Lise Christiani. Et voici ce qu'il nous dit. Un tiers des abonnés possède une particule, ce qui laisse supposer que plus de la moitié du public appartient à la noblesse et à la haute finance. C'est bien ce public-là que doit séduire un virtuose débutant. Le seul moyen de l'attirer vers ses concerts, c'est d'abord de jouer gratuitement dans les salons de la bonne société pendant la saison des bals et des grandes réceptions, c'est-à-dire l'automne et l'hiver, puis d'envoyer à tout le monde pendant le carême, c'est-à-dire en février et mars, des invitations pour des places aux concerts payants. Les codes en vigueur prescrivent que si vous recevez quelqu'un chez vous, vous devez lui rendre la visite. Vous imaginez comme tout ça est simple. Lise va donc donner, pendant l'automne et l'hiver 1844-45, un grand nombre de concerts dans les salons parisiens, et l'on peut dire que ce qui est en train de naître, c'est un véritable phénomène. On parle beaucoup de Lise Christiani, et dans les quelques années qui vont suivre, la musicienne va énormément voyager, circuler. Elle va passer son temps sur les routes de cour en cour et de triomphe en triomphe jusqu'aux confins du monde occidental. On ne voit guère en vérité à la même époque que Franz Liszt qui ait posé ses bagages dans des contrées aussi lointaines que celles que Lise Christiani avait pris l'habitude d'aller fréquenter. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors avant même l'entrée en scène de Lise, inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de commentaires. Ça va bon train, on s'accuse de voyeurisme, on se demande si l'on va défaillir à la vue de ce spectacle impudique, comme l'a prédit la presse. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de tel. La jeune fille est d'une rare élégance. Elle arrive vêtue d'une robe bouffante qui chasse toute mauvaise pensée. Les libidineux du premier rang qui réajustaient leur lorgnon en seront pour leurs frais. Le jeu de Lise et surtout sa grâce et son extraordinaire dextérité subjuguent. Voici ce que nous dit Hector Berlioz en personne. On doit pouvoir faire confiance à Berlioz quand même. Je le cite. Mademoiselle Christiani ne joue pas du violon comme les sœurs Milanolo, dont j'ai eu l'occasion de vous parler à cette antenne, les sœurs Milanolo, vous vous rappelez. Elle joue bien du violoncelle, instrument peu cultivé par les dames depuis Sainte-Cécile.
Les peintres avaient prouvé d'avance que la pose exigée n'avait rien de disgracieux. Mademoiselle Christiani, d'ailleurs, tient son archet d'une belle manière, elle est d'une taille élevée et la virtuose et l'instrument s'harmonisent parfaitement. Mademoiselle Christiani a captivé l'attention générale en exécutant avec beaucoup d'aplomb, de hardiesse et de bonheur un solo fort compliqué de violoncelle qui lui a valu un véritable succès. Et le lendemain du concert, ce ne sont qu'applaudissements, bouquets de fleurs, cartes cornées. Elle va faire de longs tours en fiacre dans Paris pour déposer personnellement sa carte de visite chez ceux qui étaient venus assister à son concert. C'est comme ça qu'on doit faire. Elle n'est pas tentée par toutes les portes qui lui sont désormais grandes ouvertes. Elle va décliner beaucoup de propositions, de jouer dans un certain nombre de villes de province. C'est l'usage normalement après un succès parisien. Non. Lise décide plutôt de poursuivre son voyage et de s'en aller à l'étranger. Ce geste est typique chez elle, précise Waldemar-Kammer, tout comme ses changements de tempo. Lorsqu'elle a obtenu quelque chose, même au prix de grands efforts, elle en profite peu et passe immédiatement à autre chose. Le lointain a toujours plus d'attrait pour elle que ce qui est proche. Ainsi commence son vol d'oiseau migrateur. Voilà un peu comment on doit pouvoir la considérer, cette voyageuse impénitente. C'est à l'issue donc de son concert du 12 octobre 1945 au Gewandhaus de Leipzig qu'elle va faire connaissance avec un personnage qui n'est pas encore entré dans notre histoire, Félix Mendelssohn. Il l'invite à lui rendre visite dans son appartement de la Königstrasse, ce qui ne fait ce qui est rare. Il est rare que Mendelssohn invite des visiteurs. Là, il ne le fait que pour les grands interprètes. Elle est très intimidée, Lise, quand elle arrive. Comme tout virtuose qui se respecte, elle est là avec ses compositions, avec son album. Mendelssohn compose sur le champ l'esquisse de la fameuse romance opus 109, la seule qu'il n'ait pas écrite pour piano. Et il se murmure que c'est pas seulement une pièce pour elle, mais également un portrait de cette jeune femme. Ça va faire couler beaucoup d'encre, cette histoire. En retour, Lise doit écrire quelque chose dans le propre album de Mendelssohn. Alors, elle s'exécute tout de suite avec un andante pour violoncelle de 8 mesures et elle écrit avec une calligraphie très soignée « Que les maîtres qui m'entourent me pardonnent d'être ici, j'y suis non par vanité, mais par reconnaissance. » Oui, il faut dire que si vous regardez qui est passé avant, il y a des noms comme ceux de Liszt ou de Chopin, rien de moins. C'est bien un bicentenaire que nous célébrons, même si pendant longtemps on s'est posé des questions sur sa date de naissance. Voici ce que nous disent justement René de Vries et Waldemar-Kammer. Pendant des années, on a cru qu'elle était née un 24 décembre 1827. C'est ce que sa mère avait déclaré et on pensait son acte civil perdu dans l'incendie de l'hôtel de ville. Sauf que finalement, nos auteurs ont fini par mettre la main sur cet acte de naissance et, à leur surprise, ils ont eu la confirmation qu'elle était née le 4 décembre 1825. Mais oui, s'il y a autant de mystères autour de la vie de Lise Christiani, c'est pas seulement par manque de sources, c'est aussi parce que, disons les choses, la musicienne et sa famille ont pris un malin plaisir à brouiller les pistes. Il s'agissait de bâtir une sorte de légende dorée acceptable pour la presse, souvent assez éloignée de la réalité. Celle qu'on a dite née dans un milieu aristocratique un jour de Noël, sous le nom bien catholique d'Élise Chrétien, avant de perdre ses parents et de devenir orpheline. Eh bien, en fait, elle avait vu le jour un banal, si je puis dire, 4 décembre, dans le quartier misérable du faubourg Saint-Denis, dans le ruisseau, comme on disait à l'époque, exactement comme sa mère, ou plutôt dans l'arrière-boutique d'un tailleur de pierre, dont l'épouse accouchait les mères d'enfants illégitimes, donc sans père reconnu, non désirée par sa mère. Lise Barbier va être finalement élevée par sa grand-mère.
une ancienne actrice, elle-même très émancipée, détaille Waldemar Kammer, sorte d'Adrienne le couvreur de l'époque, mère de 4 enfants illégitimes qui avait fini par épouser un lancier de Napoléon reconverti en artiste peintre. On voit tout à fait le genre de milieu un petit peu interlope dans lequel est née celle qui va devenir une virtuose. C'est d'ailleurs lui qui va cet ancien lancier devenu peintre, qui va orchestrer les débuts fracassants de Lise. Compte tenu du succès rencontré par les enfants prodiges à l'époque, il décide de la rajeunir de 2 ans. Voilà pourquoi on nous l'a fait naître le jour de Noël 1827. Il la pousse à choisir le violoncelle, tout simplement parce que comme ça, elle n'aura pas de concurrence féminine. Je vous ai dit que c'est un instrument qui est réservé aux hommes à l'époque. Si elle avait choisi la harpe, évidemment, ça aurait été différent, même le piano d'ailleurs. Et il va user de ses relations. Lui, il se trouve être le professeur de dessin du jeune duc d'Aumale, donc ça le place dans l'orbite de la famille royale française de l'époque. Il va user de ses relations pour faire à sa fille, si l'on peut dire, la tournée de tous les salons parisiens, 6 mois avant le fameux grand concert salle Hertz. Il fait réaliser par un ami l'unique portrait qu'on ait le droit de diffuser dans la presse. Et tout ça est un succès magnifique, suffisant en tout cas pour permettre à la jeune fille d'acquérir un nouvel instrument pour la somme quand même de 7000 francs de l'époque. Ce Stradivarius, aujourd'hui, il vaut 20 millions d'euros. Et c'est avec lui, si je puis dire, c'est le compagnon qu'elle va prendre dans ses longs voyages. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce sont des routes qu'elle emprunte à l'occasion de tournées sans fin, entreprises donc en 1845, et qu'elle organise elle-même, se chargeant de louer les salles, de faire sa promotion. Elle est fêtée comme une grande vedette à Vienne, à Leipzig, à Berlin. Très vite, les cours du Nord vont la réclamer, et elle apporte ce vent de féminité assez nouveau dans la pratique du violoncelle, en plus d'avoir la réputation d'enchanter les convives lors des dîners princiers, parce que elle parle très bien, elle parle d'aventure, de voyage, elle a tellement vu de choses. À Stockholm, les musiciens de l'orchestre royal se mobilisent pour lui offrir un poste dans leur rang. Elle aurait pu devenir la toute première femme dans un orchestre professionnel, vous imaginez, mais elle est trop libre pour ça, elle refuse. Et de retour à Paris, voici comment elle résume son voyage. Vous voyez que j'ai fait d'assez belles courses, un peu sauvages, pas mal dangereuses, fort glorieuses et passablement pauvres. Voilà au juste les impressions qui m'ont assailli. Du reste, j'ai vu d'admirables pays, j'ai été reçu très bien, je ne m'en plaindrai jamais, car je prétends qu'un vrai artiste doit quelquefois voyager pour le corps et souvent pour l'esprit. Si cette maxime ne rend pas riche, du moins elle empêche d'être aussi bête. C'est toujours cela de gagner. Je pense qu'il devait y avoir chez cette jeune femme, au-delà de ce charme et de cet extraordinaire talent, bien sûr, il devait y avoir quelque chose de piquant dans la conversation, dans l'attitude, dans la relation aux autres, qui la rendait infiniment désirable. Et donc, elle va chercher fortune en Russie, où l'on rétribue les virtuoses 2 fois mieux que dans l'Europe occidentale, parce qu'il n'y a pas encore de conservatoire pour former les interprètes locaux, ce qui veut dire qu'on est très demandeur de grands talents qui arrivent parfois de loin. C'est tout à fait le cas de notre Lise Christiani. Elle ne le sait pas à l'époque où elle arrive en Russie, elle ne le sait pas, mais elle ne retraversera plus les frontières de la Russie. Désormais, pour 7 années entières, c'est là-bas qu'elle va passer sa vie et qu'elle va éblouir son monde. Elle pousse son périple jusqu'à Saint-Pétersbourg, elle va louer la plus grande salle, le soir où se produit dans la capitale une autre grande vedette française qui est Hector Berlioz en personne, elle va louer le Bolchoï, vous imaginez. Les 2000 places restent en grande partie inoccupées, les places du Bolchoï. Il faut dire que Lise est arrivée gelée jusqu'aux os à Moscou après 4 jours et 4 nuits en traîneau. La vie culturelle à Moscou à l'époque, il faut imaginer ce que c'est, en plein milieu du 19e siècle.
siècle, c'est une vie culturelle qui est quasi inexistante, mais les moscovites n'ont pas à s'inquiéter de cette maladie dont on parle beaucoup parce qu'elle est en train partout de faire des ravages, c'est le choléra. Pourquoi est-ce qu'on craint pas le choléra à Moscou ? Eh bien parce qu'il y fait froid, bien trop froid, et que ce froid a chassé de la ville le bacille, au moins pour un temps. Lise est atteinte d'une véritable fringale de découverte. Vous avez bien compris que c'est une voyageuse dans l'âme. Hein. Et après Moscou, eh bien, elle se dit pourquoi pas aller plus loin. Mais quand je dis plus loin, pourquoi pas pousser dans des horizons tout à fait neufs et s'en aller carrément en Sibérie. Et la voici qui s'en va au Kamchatka. 19 000 kilomètres, des températures de moins 40 degrés en traîneau. Il n'y a pas vraiment... on est à 1900 kilomètres. Il n'y a pas vraiment de vie musicale hein, au Kamchatka, et de mémoire d'homme, on n'y a encore jamais donné de concert. Elle va sympathiser avec un certain nombre de ceux qui ont été exilés là-bas parce qu'ils s'étaient montrés très imprudents sur un plan politique, les fameux décembristes qui sont les ennemis du régime impérial de l'époque. Et elle va sympathiser avec certains d'entre eux. En novembre, la voilà dans le Caucase. Évidemment, nous imaginons des voyages aujourd'hui qui sont relativement simples. Faut bien se dire qu'à l'époque, tout ça est très compliqué. À Piatigorsk, qui est une ville thermale au pied des monts Betchaou, elle va donner un concert devant un parterre de soldats. On est là le 18 juillet et c'est le dernier des concerts que donnera notre virtuose. Dans l'assistance, il y a un certain Léon Nikolaïevitch Tolstoï. Il n'a que 24 ans, Tolstoï. Oh, il n'est pas d'humeur à apprécier le concert. Voilà ce qu'il note. « Je suis allé au concert de la Christianie. Mauvais. » Et il poursuit. « Pourquoi personne ne m'aime-t-il » Tolstoï, manifestement, est beaucoup moins préoccupé par le style de la musicienne et par ce qu'il a à entendre que par son propre nombril et par son propre avenir. Que voulez-vous ? C'est un génie intériorisé, dirons-nous. C'est vrai aussi probablement que Lise affaiblie n'était pas à son meilleur ce soir-là. Ça va être une triste fin. Cet extrait du journal de Tolstoï, c'est la seule critique connue du dernier concert de Lise Christiani, parce que dans le sud de la Russie, le choléra est de retour. Elle est informée de ce qui se passe. Hein. Elle sait que le choléra est là, qui rôde, mais malgré ça, elle décide de poursuivre son périple. Dans ses soirées solitaires, elle rêve d'être happée par une balle perdue. Eh bien, c'est pas ce qui va la happer. Finalement, ce qui va la happer, c'est le choléra qu'elle va contracté à Novotcherkassk et qui va l'emporter en une seule journée. Elle va disparaître à seulement 27 ans.